restaurants et la plupart des magasins fermés, un couvre-feu pour les Français, c'est hors des questions de pouvoir sortir après 19h. Je me promène à Aix-en-Provence, les rues presque vides, la ville ne semble pas à la ville si vivante que j'ai connue pendant un été où les terrasses de la place des quarts d'heure étaient bondées et bruyantes. Je suis venue jusqu'ici pour interviewer Lionel Fantoni, un traducteur et interprète très expérimenté qui empathise avec les jeunes traducteurs qui viennent de commencer dans ces temps de crise sanitaire. Bonjour, Lionel Fantoni, donc traducteur interprète spécialisé en traduction technique et scientifique, notamment médicale. Je travaille beaucoup, à peu près maintenant 70-75% de mon marché, c'est le marché médical, avec des spécialités en dermatologie, esthétique, orthopédie, oncologie et cardiovasculaire. Je travaille également dans le domaine de tout ce qu'on appelle aujourd'hui, au sens très général, l'ingénierie environnementale, qui couvre en gros le traitement de l'eau, les déchets, les nouvelles énergies, les questions de gestion des pluies urbaines par exemple, voilà, des domaines de cette nature. J'exerce ce métier depuis 77, pardon. J'ai d'abord travaillé dans une agence pendant 5 ans. Ensuite, je me suis mis à mon compte en indépendant. Je suis en SARL depuis 5 ans et j'ai été enseignant pendant 10 ans à l'Université d'Aix-en-Provence. Je suis le co-créateur du master de traduction spécialisée du département LEA, où j'ai enseigné pendant 10 ans. Bon, première chose, évidemment, chute assez dramatique du chiffre d'affaires, ça c'est la première chose, c'est-à-dire que tout s'est arrêté de façon quasi immédiate. Je crois que le premier mois de vrai confinement, j'ai eu moins 95% de chiffre d'affaires. Voilà, c'est-à-dire quasiment zéro. Voilà. Donc le temps que les entreprises, les gens reprennent un peu leur esprit, mais le départ a été assez brutal. Hein. Heureusement, j'avais un reliquat d'opérations en cours de traduction, notamment traduction écrite et de quelques conférences, donc j'ai pu tenir, mais enfin ça a été très très brutal. Voilà. Puis en plus ça a repris très progressivement à partir de juin, juillet, août, rien du tout. Et en revanche, l'automne, le dernier trimestre a été correct, on va dire correct, de même que le mois de janvier de cette année. Mais quand je dis correct, c'est-à-dire que je suis quand même à moins 50% de chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente. Alors, vous savez, la stratégie de captation des clients, j'ai la chance maintenant d'être quand même sur le marché depuis longtemps, d'avoir un portefeuille de clients que je connais. Je ne démarche pas, je fais très très peu de démarches, c'est beaucoup plus du bouche à oreille, de la relation, du relationnel. Mes clients réguliers, bon, j'ai gardé les contacts, j'ai entretenu les contacts régulièrement, déjà en prenant de leurs nouvelles, parce qu'il y en a beaucoup avec lesquels j'ai des relations quasi amicales, voire amicales avec certains. Donc on s'est tenu un petit peu au courant de ce qui se passait. J'ai des opérations d'interprétation récurrentes, des manifestations qui normalement viennent tous les ans, tous les 2 ans. Bon, celles-là, elles ont été souvent adaptées, modifiées. Par exemple, il y a une grande manifestation à Aix-en-Provence qui s'appelle les Rencontres économiques d'Aix-en-Provence, qui est maintenant le 2e sommet économique mondial et pour lequel j'assure la mise en place de l'équipe d'interprètes et la gestion. Donc là, il a fallu adapter, on a adapté les techniques, on a adapté l'organisation. Voilà, donc après, mes clients, de toute façon, aujourd'hui, j'observe que tout le monde envoie des messages partout sur LinkedIn. Moi, je suis surtout sur LinkedIn, je ne suis pas sur d'autres réseaux. Mais bon, le client, il a le choix entre 17 000 propositions par jour et de toute façon, il n'a pas de travail. Non. La seule, en fait, ça me fait beaucoup rire parce que la seule demande dans la traduction médicale que j'ai eue en lien avec le Covid, c'était très intéressant. C'est un ancien client que j'avais un peu perdu de vue, qui est une association européenne de sexologistes
sexologues et de psychologues et autres logues en tout genre, et qui m'ont demandé à la fin de l'année dernière de traduire une série de textes de recherche médicale, enfin moi ça m'a, pas drôle, mais enfin c'était intéressant, sur l'impact de la crise de la Covid sur le comportement sexuel des gens. Et notamment dans les populations, vous savez, comme on dit aujourd'hui, les gens qui ont réinventé le clavier AZERTY, les LGBTQIT, je ne sais plus quoi. Voilà, donc c'était assez intéressant de traduire ces articles. Il y en a eu 5 ou 6 qui étaient assez longs, il y en avait un d'Argentine, d'Allemagne, d'Italie, 2 ou 3 de France, un de Grande-Bretagne, un des États-Unis, et qui parlent en fait sont des recherches qui ont été effectuées sur des populations, alors soit hétérosexuelles, soit homosexuelles, soit trans, soit bon, tout ce qu'on veut, sur l'impact sur leur vie sexuelle en étant soit en couple confiné, soit confiné en couple mais séparé, soit enfin voilà, donc ça a été le seul lien direct dans mes activités par rapport à la Covid. Ensuite, le reste de mes activités dans le domaine médical, que ce soit l'orthopédie, par exemple, je travaille beaucoup en orthopédie, dans le monde des vaccins, voilà, ça reste dans les domaines classiques. Je pense qu'il y a certainement eu beaucoup d'échanges médicaux, scientifiques, techniques éventuellement, entre laboratoires et autorités, entre institutions, mais ça s'est fait dans le cadre d'institutions peut-être dans le bénévolat, je ne sais. Oui, c'est possible. Mais enfin, encore une fois, je ne vois pas en quoi le traducteur va beaucoup intervenir, si ce n'est peut-être sur des traductions de documents de recherche ou d'études. Mais comme tout cela, généralement, ce sont des documents relativement confidentiels. Quand vous faites une étude clinique, elle ne se promène pas dans la nature. Hein. C'est moi, j'en fais régulièrement. Je travaille sur des études cliniques, des audits, etc. C'est très confidentiel, donc s'il y en a eu, ça s'est fait en interne ou de manière extrêmement limitée et contrôlée. Il y a un proverbe qui dit « Si vous pensez qu'une traduction est chère, pensez au coût d'une mauvaise traduction ». Bon, voilà. Ça peut coûter très cher une mauvaise traduction. Ça peut coûter très cher d'abord financièrement, puis ça peut coûter très cher sur un plan juridique, sur un plan légal. Vous pouvez avoir des gros problèmes. Écoutez, moi, ça fait 35 ans que je fais du médical, 30 ans que je fais du médical. Je ne suis pas médecin. Et même s'il y a des sujets que je connais bien, que je maîtrise bien, je ne suis pas médecin. Donc, un document médical que je traduis est relu par des médecins de toute façon. Alors ensuite, on a des échanges, on va discuter de termes, on va discuter de tournures, mais la dernière parole revient au médecin, revient au validateur. Dans ce métier, on a une chance extraordinaire, c'est qu'on est toujours à la pointe de l'information. Mais ça veut dire qu'on apprend tout le temps. Donc on est condamné à lire, à apprendre, à se documenter, à se renseigner. Donc moi, je vois par exemple, je travaille beaucoup en orthopédie, orthopédie, traumatologie. Je reçois des documents à traduire ou je participe à des conférences qui sont des conférences où on explique de nouvelles techniques, de nouvelles voies d'abord, de nouveaux produits biocompatibles, etc. Voilà, donc il faut, la traduction médicale, c'est une formation à vie. De toute façon, un traducteur, c'est une formation à vie. Un traducteur, ce que je disais à mes étudiants, vous allez passer le reste de votre vie à lire et à apprendre. Donc si vous n'aimez pas ça, il vaut mieux s'arrêter tout de suite. Alors, les textes médicaux, de toute façon, il y a ce qu'on appelle la littérature de référence, la littérature scientifique, donc des articles qui sont publiés, validés par ce qu'on appelle des articles validés par des comités de lecture. De la documentation client, bien entendu. Si je travaille pour des laboratoires, par exemple, je travaille pour quelques laboratoires pharmaceutiques, bon, on reçoit de la documentation, soit des protocoles d'études, soit des rapports d'études cliniques, des choses comme ça. Après, bon, effectivement, l'Internet correctement utilisé est un remarquable outil d'information, correctement utilisé, c'est-à-dire avec une capacité à discriminer l'information, à savoir quelle est la bonne information, celle qui relève d'une vraie valeur scientifique et celle qui relève
à peu près tout et n'importe quoi, voilà, depuis l'article banal jusqu'au au complot. Enfin bon, bref, là, il faut vraiment faire le tri. Et puis après, on fait moi ce que j'appelle un peu de la triangulation, c'est-à-dire que j'ai l'information client, j'ai l'information d'article scientifique, j'ai l'article à traduire, je fais un recoupement des informations et voilà, et j'ai mon information qui de toute manière est validée par mon client final. Alors, je ne sais pas si ce sont des nouvelles tendances, enfin il y a certainement des obligations qui sont liées à la crise, notamment le fait qu'aujourd'hui on fait de plus en plus de téléconférences à distance. Hein. Je ne dis pas le distanciel, je déteste le mot distanciel, je trouve que c'est très laid, comme présentiel d'ailleurs, je trouve ça très très laid comme terme. C'est des mots de consultant, je trouve ça insupportable. Enfin bref. Voilà, donc on travaille beaucoup à distance. Cet après-midi, je vais interpréter pour une conférence et je le fais depuis chez moi. Donc on passe par le biais de systèmes. Alors moi, là, j'utilise beaucoup Zoom, la plateforme Zoom, qui marche très bien. Aucune publicité, hein, je ne touche pas de dividendes, mais c'est un système qui marche très très bien, qui fonctionne très bien. Donc cet impact, effectivement, beaucoup de conférences, toutes les conférences effectivement officielles classiques ont disparu. On fait ce qu'on appelle du semi-présentiel, c'est-à-dire que on est généralement regroupés, les interprètes, les techniciens et les intervenants sont regroupés dans une salle, mais tous les participants en fait sont chez eux ou dans leur bureau. Ou même peut y avoir les gens, même les intervenants de la conférence sont à distance également. Donc ça va dépendre un petit peu de la configuration, du nombre de participants. Mais c'est vrai que ça a modifié considérablement notre façon de travailler. Et ce travail à distance est très fatigant, très très fatigant. C'est beaucoup plus dur que d'être en cabine avec un collègue. D'abord parce qu'on n'a pas de visuel, on a un visuel qui est assez limité sur les orateurs. Or nous, on se sert beaucoup de la gestuelle, hein, du message corporel. Les connexions ne sont pas toujours très très bonnes. Récemment, j'ai eu une expérience avec des gens qui étaient en Arménie, en Corée, au Nigeria, qui sont dans des situations, on a des échos, alors j'ai tout eu. J'ai eu quelqu'un qui passe l'aspirateur, le chien qui aboie, le bébé qui pleure, la belle-mère qui crie en arrière-plan. Donc voilà, on a tout ça. Je crois que je vais faire une liste, je vais faire un best-of, voilà, je vais faire un florilège, de toutes les catastrophes qui peuvent se produire dans ce genre de conférence. Et il y a de la matière. Non, oui, un avantage, c'est que vous restez chez vous. Bon, effectivement, ça peut être un avantage, mais en même temps, vous êtes quand même très seul. Quand on est à deux, par exemple, quand on travaille à deux, on travaille via WhatsApp, c'est-à-dire qu'on a à la fois la conférence, la plateforme Zoom, et puis on a le téléphone à côté avec WhatsApp pour signaler aux collègues les passages de micro, puisqu'on se passe le micro soit toutes les 20 minutes, soit toutes les 30 minutes, ça va dépendre un petit peu. Donc c'est un peu compliqué. Si on a des relais à faire sur des langues pivots, à ce moment-là, il faut un deuxième ordinateur pour être également en écoute sur l'autre langue. Enfin, c'est un peu compliqué, c'est un petit peu compliqué pour nous, et puis c'est quand même, c'est très fatigant, c'est très très fatigant. Moi je sais que 2-3 heures de traduction, surtout quand on fait beaucoup de solos, maintenant on fait beaucoup de solos, des trucs d'1 heure, 1 heure et demie, on est carbonisé à la fin. Ah, de toute façon ils n'ont pas le choix. C'est même, il y a beaucoup de demandes. Les clients s'aperçoivent que c'est pratique, ça coûte moins cher qu'une cabine de traduction, ça coûte moins cher que de déplacer des interprètes, etc. Mais ça pose d'autres problèmes. Donc pour l'instant, on est un peu encore en équilibre. Là. On voit un petit peu les avantages, on voit les inconvénients, mais on s'aperçoit quand même que l'absence... Enfin, le non-contact, l'absence de contact physique joue énormément. Les clients, c'est-à-dire on voit très vite les limites de l'exercice. On voit très très vite, notamment dans le dialogue. C'est pas tellement dans la présentation magistrale. Si vous voulez, quelqu'un qui fait une présentation il a un document PowerPoint ou il a une vidéo, il commente, il fait bon, ça c'est très bien. C'est quand vous rentrez dans la phase de dialogue, de questions-réponses, de commentaires, là ça devient difficile. En interprétation, oui, les négociations sont un peu plus dures.
En traduction, non. Mais vous savez, il y a une règle absolue. Dans période de crise, les espèces qui survivent sont les espèces qui s'adaptent. Écoutez, et ça, pour repérer ses clients, c'est comme le reste. Vous savez, mais c'est pareil, c'est comme en période de non-crise. Une des choses que je disais souvent à mes étudiants, je leur disais, écoutez, c'est très simple. La règle, dans ce métier, il y a plusieurs règles. Première règle, il n'y a pas de règle. Première règle, il n'y a pas de règle. Voilà, donc c'est un marché ouvert. C'est un marché libre, c'est un marché ouvert. Donc vous pouvez, dans des règles de déontologie, c'est-à-dire que vous n'attaquez pas les clients de vos collègues, vous n'attaquez pas le client de quelqu'un chez qui on vous a envoyé, mais globalement, tous les clients sont disponibles. Le marché est ouvert. Après, c'est plus difficile si vous voulez rentrer dans des institutions comme les conseils généraux, les conseils régionaux, parce que là, il faut passer par des modalités d'appel d'offres qui sont souvent un peu compliquées, pas très souples et pas très, bon, finalement, pas très honnêtement, pas très intéressantes, et qui sont souvent amintées par des agences. Après, c'est du classique. Vous envoyez vos contacts à des agences de traduction, à des groupes, à des collègues. Vous faites circuler sur LinkedIn, sur des réseaux professionnels plutôt. Voilà. Et après, il y a une règle qui est bien, que j'aime beaucoup. C'est en gros, au début, vous travaillerez comme un fou pour vous faire connaître. Et ensuite, si vous êtes bon, vous travaillerez comme un fou parce qu'on vous connaît. Oui. Alors, on travaille sur le principe de rétrocession et de cooptation. Je ne recrute personne sur CV. Je ne recrute jamais sur CV, je ne recrute que par cooptation. C'est-à-dire que, par exemple, pour certaines conférences, il peut m'arriver d'avoir besoin de langues qu'on appelle des langues exotiques. Donc l'exotique, je mets dedans le russe, chinois, coréen, japonais, l'arabe, qui sont des langues un petit peu difficile. Bon, le pool de traducteurs, si vous voulez, français, les majeurs, français, anglais, espagnol, italien, allemand, là j'ai mon réseau, je fonctionne en réseau, j'ai mes interprètes et mes traducteurs, on se connaît, je travaille, moi je vais faire appel à un interprète d'italien un jour, la semaine d'après il fera appel à moi. Donc voilà, on travaille en cooptation, en rétrocession. Pour les langues un peu plus difficiles à contrôler notamment, j'ai des personnes contact. Par exemple, pour le japonais à Paris, j'ai un collègue à Paris qui est japonais, avec qui je travaille depuis des années, que je connais, qui est très fiable. Quand j'ai une demande, là j'en ai une il y a début janvier, j'ai eu une demande particulière. Je l'ai appelé, je lui ai dit voilà, il s'appelle Machami, je lui ai dit Machami, il me faut 2 interprètes, japonais, anglais, français, domaine, c'était l'environnement, etc. Voilà. Et lui va, soit il est dedans, soit il va me recruter des personnes. Je fais la même chose pour l'arabe, même chose pour le chinois. Voilà. J'ai des gens qui sont mes référents par langue. Pour le russe, j'ai une personne à Paris qui met en place mes équipes de russe. Vous savez, le problème d'un CV, alors là je vais placer plutôt du côté interprète. Traducteur, bon, les traducteurs, si vous voulez, j'ai pas assez de demandes actuellement pour aller recruter de nouvelles personnes. Quand j'ai de la traduction, même si j'ai un assez gros dossier, quelle que soit la langue, généralement j'ai mon réseau. Voilà, je vais prendre des gens qui ont quand même une certaine expérience. Alors je sais que ce n'est pas très sympa pour ceux qui débutent parce qu'il faut qu'ils fassent une expérience, mais bon, ça, si vous voulez bien, on y reviendra. Pour les interprètes, c'est très simple. Quand je reçois un CV d'un interprète que je ne connais pas, je vais regarder où cette personne habite et je vais appeler mes contacts. Et je vais dire, est-ce que tu connais un tel ou une telle? Voilà, donc je vais faire un sondage. Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu un CV d'une personne, bon, je ne dirai pas dans quelle langue, qui avait un CV long comme ça. J'ai appelé 2 contacts dans cette langue en disant, est-ce que vous connaissez telle personne? Et les 2 m'ont dit, tu ne touches pas à ça, catastrophe. Voilà. Vous savez, un CV, si vous dites, quelqu'un me dit, j'ai fait une conférence pour Dassault. Oui, ok, bon, tu as fait une conférence pour Dassault. Moi, ma question, c'est combien de jours? Quel sujet? Depuis combien d'années? Ça ne veut rien dire une conférence. Vous traduisez une lettre pour un laboratoire, une lettre de commande d'enveloppe papier pour un laboratoire, vous dites j'ai travaillé pour ce laboratoire. Voilà. Donc si vous voulez, je me méfie beaucoup des CV. Notamment les CV des gens qui font tout. Moi quand je reçois un CV de quelqu'un qui parle 18 langues et qui fait tous les domaines,
je suis un petit peu méfiant. C'est un métier où il faut avoir la modestie de ses limites. Mon conseil quand on n'a pas d'expérience, c'est aux gens qui débutent, ce que je disais à mes étudiants. D'abord, aller travailler à l'étranger 1 ou 2 années, parce que c'est pas l'anglais, c'est pas une langue. L'anglais, c'est un véhicule de culture, de pensée, de réflexion, et donc, si on va dans le pays, on comprend pourquoi on parle une langue de telle manière. Voilà, c'est pas juste parler anglais, c'est pourquoi est-ce que les Anglais parlent anglais comme ça? Qu'est-ce que ça implique dans le domaine médical, dans le domaine journalistique, etc. Voilà, c'est ça, c'est toute la culture qui est autour de la langue. C'est ça qui est important. Ça, vous ne pouvez l'acquérir que dans le pays. Donc je conseille toujours à mes étudiants de partir 2-3 ans à l'étranger, de trouver le domaine qui va les intéresser, qui vont trouver le domaine avec lequel ils ont des affinités. Moi, par exemple, je donne un exemple, je ne fais absolument pas de financier et je ne fais absolument pas de droit. Ce sont 2 sujets, je vais être très clair, qui m'emmerdent. J'aime pas, je ne comprends pas, je n'entre pas dedans, j'ai une espèce de phobie, voilà, pour le légal et pour le financier. Je fais de l'économie, j'aime beaucoup par exemple la géopolitique économique, mais je ne supporte pas le financier. Ça me donne de l'urticaire. Le droit, c'est pareil, je ne supporte pas le droit. Voilà, je ne rentre pas dedans, c'est lourd, point. Je peux disséquer un cadavre, je refuse d'ouvrir un contrat. Donc on doit trouver, quand on débute, on doit trouver les affinités, les domaines avec lesquels on a des affinités. Et ces domaines avec lesquels vous avez des affinités vous ouvriront à d'autres domaines. Moi, je suis arrivé au médical par la métallurgie. Je travaillais pour un fabricant de prothèses métalliques. Et du coup, quand vous fabriquez des prothèses, il faut savoir comment on les met dans le corps humain, qu'est-ce que ça veut dire. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le médical. Et j'ai trouvé ça génial et j'ai continué. Ah non, attendez, alors là, en ce moment, il est évident que là, tout ce que je vous dis, c'est hors Covid. Là, on vit une période très très particulière qui est effectivement très difficile. Très honnêtement, j'ai beaucoup d'empathie et de sympathie et de pitié pour les gens de votre génération, parce que là, je reconnais que c'est une période très très difficile, très difficile. Là, moi, ce que je crains au niveau des études, quels que soient les domaines, c'est l'accumulation de manques et de handicaps. C'est-à-dire que là, il y a quand même des choses qui manquent. Quand vous enseignez, vous savez, quand vous êtes dans une classe, moi j'avais 20 étudiants dans ma classe, vous la tenez, la classe, vous la sentez. Vous sentez quand les étudiants sont pris, pas pris, quand ils décrochent un petit peu. Bon, ça c'est quelque chose qui se jauge en permanence, c'est constant. C'est une dynamique permanente. En distanciel, vous ne voyez rien. En distanciel, vous ne voyez rien. Donc pour les étudiants, ce n'est pas la même chose. Vous savez, un bon prof, vous parliez tout à l'heure d'un bon prof, un bon prof qui a du charisme, il vous entraîne, il vous emmène, mais c'est de l'âge actuel. Moi, je me rappelle, j'avais beaucoup d'interactions avec mes étudiants. C'était souvent, ça chauffait, mais c'était bien, il y avait quelque chose. Si vous n'avez pas ça, un écran, vous avez, je suis désolé, ça ne marche pas. Le problème pour les étudiants, c'est quelles sont les possibilités qui leur sont offertes. Parce que moi, je serais très... Écoutez, je vais vous raconter une anecdote. Quand j'étais à la fac, il y a eu des grèves. Il y a eu des grèves à la fac. Et une des grèves s'est produite une année où c'était fin de l'année, fin des cours, et j'avais une classe que j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup mes étudiants en général, et une classe que j'aimais beaucoup et qui n'avait pas accès à la fac. Donc on n'arrivait pas à enseigner. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné cours dans mes bureaux. Bon, ça ne s'est jamais su à la fac, mais j'ai pris mes étudiants. À l'époque, j'étais dans un bureau à Aiguille, pas loin d'ici, où on avait de la place. Et j'ai fait venir mes étudiants. J'avais quelques cours importants que je voulais absolument qu'ils reçoivent. Et on a donné cours. J'ai donné cours dans mon bureau. Dans mes bureaux, voilà, dans une salle. Parce que j'estimais que... Voilà. Mais aujourd'hui, là, il faut un engagement des profs. Je trouve que les universités ont une attitude beaucoup trop frileuse. Ce serait beaucoup plus intelligent. Alors, je ne parle pas des amphithéâtres à 500. De toute façon, les amphithéâtres à 500, on sait ce que ça vaut. Mais peut-être de décomposer les cours en petits groupes, en respectant les distances. Et je suis certain qu'il y a des solutions, mais ça ne relève pas que des étudiants. Ça relève pas que des étudiants. Voilà, c'est compliqué.
télévision. Par exemple, si vous êtes étudiant en anglais, vous écoutez un jour la BBC, un jour CNN, Netflix, mais des trucs très bien sur Netflix, hein. Il y a de la daube, mais je veux dire, c'est quand même de la langue anglaise, de la culture anglaise. Il y a des films anciens qui sont très très bien, des classiques, voilà, des choses comme ça. C'est la radio, hein, la radio c'est très bien, ça vous oblige à vous concentrer. Lire. Avec cette dernière interview, je termine mon documentaire sur les traducteurs et interprètes pendant la pandémie. Les témoignages d'Agnès, Nathalie et Lionel servent d'exemple pour les jeunes traducteurs et interprètes qui subissent les difficultés de commencer leur activité pendant une époque troublée. Cependant, l'adaptation a toujours fait partie de l'histoire du traducteur. Il s'agit d'un métier qui n'arrête pas d'évoluer, mais un métier qui survivra car la communication entre langues, avec ou sans masque, restera pour toujours nécessaire.